alors si je veux m'installer dans votre coopérative, ça va me demander de faire quoi au niveau économique? Je viens avec mon épargne, ça se passe comment? Alors, moi je ne suis pas spécialiste de la coopérative Oasis, hein, mais je suis proche parce que je suis son développement depuis l'origine. Pour les détails vraiment techniques, financiers, juridiques, il faudrait vraiment consulter leur site internet et puis les responsables. Mais pour les épargnants, il est tout à fait possible de prêter son épargne à la coopérative qui va ensuite, à son tour, prêter au projet. Ce sont des projets qui sont soigneusement étudiés par l'équipe de la coopérative pour savoir s'ils sont pertinents, parce que vous n'imaginez pas le nombre de démarrages de projets qui échouent ou qui avortent pour des différentes raisons. Donc il faut d'abord éprouver la solidité du projet, et c'est ce que fait l'équipe de la coopérative. Donc les prêteurs sont effectivement des épargnants, des gens qui ont un petit peu de côté et qui veulent faire bon usage de leur argent, et que leur argent génère vraiment du concret dans la transformation de notre monde actuel. Et ensuite, eh bien, il y a ce relais qui est pris par la coopérative. Après, sur les modalités de restitution de l'argent et tout ça, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, et je vous invite à vous rapprocher des coopératives. Merci Sophie. Stanislas, tout à l'heure on a parlé du sol violette, donc d'une monnaie locale, une monnaie citoyenne. Comment l'usage d'une telle monnaie va s'articuler avec l'activité du crédit coopératif? Tout à l'heure on l'a brièvement évoqué, mais est-ce qu'on peut expliquer plus longuement? Bien sûr, alors de toute façon, donc, comme vous l'expliquez, à chaque fois qu'il y a un sol violette en circulation, il y a son pendant en euros sur un compte d'une institution financière. C'est que simplement, justement, ce pendant euro aussi qui va permettre de pouvoir effectuer le change, puisque voilà, au crédit coopératif, on est bureau de change de sol violette, va pouvoir servir à autre chose. Parce que de toute façon, vous le savez, enfin, en tout cas, il faut le savoir, l'argent qui est sur un compte, de toute façon, dans notre système, qui est guidé par la monnaie scripturale, donc il n'y a plus de monnaie physique, hein, tout ça est enregistré sur des serveurs. Ce n'est que des chiffres, c'est la monnaie scripturale. Donc c'est cette monnaie en fait, qui est là va servir à un autre usage, et notamment typiquement peut être placée ou épargnée sur un livret qui est destiné à financer des projets de territoire. Que typiquement, par exemple, si on se servait du pendant euro nécessaire pour pouvoir émettre des sols violettes, qu'on placerait sur un produit qui permet justement, en fait au crédit coopératif on fonctionne beaucoup justement via des enveloppes qui fonctionnent via des vases communicants. Donc typiquement des clients vont épargner sur un livret coopération pour ma région, qui est un livret territorialisé, donc qui va financer le territoire. Ça va permettre en fait sur un prêt donné sur le territoire d'aller piocher dans cette enveloppe pour proposer des taux plus bas. Tout simplement, donc voilà les dépôts qui font les crédits. Donc voilà, c'est cette manière aussi de se réapproprier voilà, le sens de son argent, puisqu'on a typiquement des livrets sur des projets de territoire, on va aussi avoir des livrets typiquement verts, on appelle verts, donc qui vont aller gonfler une enveloppe qui va également servir pour notre enveloppe de prêt vert. Donc typiquement, on va aller chercher ces dépôts qui ont été placés avec la volonté de l'épargnant, justement, de donner un sens à son épargne en le mettant dans ce livret. Et ensuite, donc, nous, on va aller se servir de ces dépôts pour financer dans l'économie sociale des projets à valeur environnementale. Typiquement, on va avoir des prêts verts, transition énergétique, ou typiquement, si plus de 70% des dépenses sont à but de diminuer les dépenses énergétiques, on va pouvoir piocher dans cette enveloppe et du coup proposer des taux plus bas. Donc voilà, c'est un peu par ce système que justement on peut avoir le double effet donc avec l'émission des sols violettes, les monnaies locales, puis en plus cet argent derrière va avoir du sens en étant fléché sur soit un projet localisé, soit un enjeu sociétal ou environnemental défini par la personne, par le déposant. Voilà. Et après, tout ça est aussi, je dirais, en lien avec le modèle d'affaires du crédit coopératif, puisque, en fait, de toute façon, dans une monnaie,
dans une économie, l'argent qui est en circulation ne peut être créé que par un seul biais, c'est le crédit bancaire des banques commerciales. Donc c'est comme ça qu'on injecte de la monnaie dans une économie. Après, voilà, tout ça est régulé par les banques centrales qui, justement, avec leur rôle pour réguler l'inflation, vont permettre sur un marché secondaire, avec ce qu'on appelle une monnaie de banque centrale, qui est en fait un droit qui est donné aux banques de pouvoir faire des crédits. Et en fait, donc, le crédit va créer de l'argent dans l'économie, et puis derrière, la banque centrale va essayer de freiner ou au contraire pousser les banques à en faire plus pour juguler l'inflation. Ce qui est justement en plus très d'actualité, puisque justement on a vu des hausses de taux de la banque centrale ces derniers temps pour permettre justement aux banques voilà, de pouvoir prêter à l'économie. J'ai un peu perdu le fil de ma pensée. Le lien entre le modèle du crédit coopératif. C'est ça en fait. Donc en aidant des structures comme ça, et en plus grâce à notre modèle d'affaires, parce qu'en fait, tout simplement, tous ces dépôts, justement, donc on a les dépôts des particuliers, mais également des personnes morales, donc entreprises surtout, ça va être des entreprises avec des nouveaux modes de gouvernance, comme les sociétés coopératives, et de l'autre côté, donc toutes les associations et institutionnelles du monde de l'ESS. Et en fait, déjà, rien qu'en laissant les dépôts sur votre compte crédit coopératif, c'est l'assurance de savoir que la moitié de cet argent servira à financer l'économie sociale. Là où dans d'autres groupes bancaires, on n'a aucune idée d'à quoi il sert. Là où, justement, un peu comme je pense que disait mon homologue de l'ANEF, avec une transparence justement de ces financements, avec un circuit de l'argent qui est défini, on peut un petit peu orienter comme ça à quoi va servir ces dépôts bancaires, puisque encore beaucoup de gens ne le savent pas, mais votre argent, vos dépôts bancaires sur un compte bancaire, a un bilan carbone typiquement. Puisqu'en fait, votre argent va être utilisé pour financer des projets. Et si la banque veut financer des pipelines en Ouganda, vous n'aurez pas le choix, de toute façon. On ne va pas vous demander. Alors qu'au crédit coopératif, au moins vous aurez l'assurance que pour moitié, il servira à l'économie sociale, ou pour 40% sur des entreprises dont une fausse majorité sera pour des structures coopératives, donc qui ont ces nouveaux modes de gouvernance. Voilà, donc c'est un peu cette articulation entre le fonctionnement de ces diverses solutions et les dépôts qui vont être utilisés dans le cadre du modèle d'affaires du crédit coopératif qui font qu'on peut créer comme ça un écosystème beaucoup plus vertueux où on redonne du sens à l'argent en fait, et du sens à ces dépôts pour pouvoir les flécher sur des vrais problèmes de société. Et voilà, c'est tout l'enjeu de tout cet écosystème. Alors, la question de départ de cette table ronde, c'était c'est quoi la monnaie et l'argent, à quoi ça sert? On sait que dans notre système libéral, une grande partie, si ce n'est la majeure partie de l'argent qui est généré, part dans la spéculation. Donc, si on s'inspire de ces différents modèles, est-ce qu'il y aurait 3-4 grandes démarches à faire pour sortir de ce système? Alors, qui veut répondre à cette question ou... Rapidement, pour compléter sur le modèle d'affaires du crédit coopératif, nous ne faisons pas de spéculation en crédit coopératif, tout simplement. Il y a absolument une absence totale de paradis fiscaux dans tout notre modèle d'affaires, et on n'a pas attendu que ce soit à la mode pour exclure toutes les énergies fossiles de nos financements. C'est déjà plus de 30 ans que c'est le cas, et que nos financements énergétiques sont 100% sur de l'ENR. Donc voilà. Je signale au passage qu'une SCIC, par exemple, peut choisir que ses dividendes soient entièrement réinvestis et qu'il n'y ait aucun bénéfice qui soit reversé à ses associés. Voilà, donc il y a une logique vertueuse qui permet de faire augmenter l'impact de la SCIC dans des actions concrètes et qui... donc voilà, sans profit personnel en fait. C'est du bien commun. Je vais demander à l'ANEF pour l'histoire de la spéculation. L'ANEF, voilà. Oui, donc... est-ce que vous avez entendu la question? Alors, je veux bien que vous me la répétiez, parce que la bande n'est pas super bonne. Oui, je disais que dans le système actuel, on sait que on est dans un modèle libéral, une grande partie de l'argent généré part dans la spéculation. Donc si on s'inspire des différents modèles qui ont été évoqués, est-ce qu'il y aurait 3-4 grandes démarches à faire pour sortir justement de ce système? Nous, le principe, effectivement, pour éviter la spéculation, c'est d'être en circuit court. Mais au même titre que les produits qu'on va pouvoir consommer aujourd'hui,
Si on veut éviter de la spéculation sur les produits, le plus simple, les produits de consommation courante, le plus simple, c'est d'aller les chercher tant que faire se peut directement chez le producteur. Pour l'argent, pour moi c'est pareil en fait, c'est tant que faire se peut, essayer que l'argent serve à des produits directement, sans passer par des intermédiaires. Merci Laetitia. Bérénice, des questions de ton côté? Je me disais, oui, des questions, j'en ai plein. Mais avant que je pose les miennes, peut-être en avez-vous. Donc voilà, vous avez écouté plusieurs témoignages. Quel type de questions avez-vous, ou commentaires, ou expériences? Je vois Frédéric Bosquet qui est là, qui est effectivement le fondateur du mouvement Sol. Sol Violette, pardon, oui, un des fondateurs du mouvement Sol. Je ne sais pas, Fred, si tu veux t'exprimer, et puis d'autres personnes. Sur la spéculation, je voudrais dire juste un petit mot, pas en tant que celui directeur encore. Sur la spéculation, vos deux réponses, c'est en gros, chez nous, c'est pas possible. Voilà, donc pour moi, qui ai de l'argent dans une autre banque que chez vous, il n'y a pas 36 solutions. C'est de sortir mon argent de cette autre banque. C'est pas ton boulot de faire la pub directe comme ça, mais je la fais pour toi, ou pour la nef. Voilà, tant qu'on aura un compte chèque ou une carte bancaire sur une banque normale, fût-elle agricole ou postale, ça permet la spéculation. Ensuite, les différentes banques n'ont pas les mêmes stratégies de spéculation. Il y a tout de même des gros vilaloups et puis des moyens, voilà. Mais tant qu'on n'a pas sorti notre argent de là, ça permet la spéculation et ça l'alimente. Donc, ensuite, c'est sûr que des trucs très locaux et tout petits comme font les Sols ou Oasis ou Solidarité Emploi, mais c'est pas forcément, je suis pas certain qu'on puisse généraliser l'usage de tout notre argent dans des cagnottes si petites, si locales. Par exemple, ça ne permet pas d'avoir une carte bancaire, ça complique un peu les choses pour acheter un vélo électrique ou que sais-je. Bon. Il veut se défendre. Je vais me défendre, j'en profite. Très petite. Vas-y, continue. Pour le laisse terminer, j'arrive. Très petite, là on parle du Sol Violette en effet, alors tout est relatif, mais après je parle juste de la monnaie Leuschko, qui est la monnaie aujourd'hui la plus médiatisée et la plus connue en France et en Europe, et elle n'est pas si petite que ça en termes de PIB et tout ça. Bon. Après, sur la réponse concrète, déjà ma réponse est utiliser la monnaie locale, et je vais juste donner un exemple précis, c'est qu'à chaque fois qu'on paye en carte bleue, par exemple le commerçant, il se prend une commission entre 0,5 et 2%. Ça c'est la banque qui le prend, et suivant la banque, on ne sait pas où ça va. Juste pour info, en plus, ce commerçant, il loue le terminal de paiement à la banque, et en plus, il paye un forfait mobile pour que ce soit relié. Tout cet argent, on ne sait pas trop où ça part. Et pour répondre sur l'usage, on a les coupons billets, donc c'est des billets de Sol Violette. On a aussi le même format numérique, et dans notre cas, donc ça permet de faciliter notamment les grosses factures entre commerçants, parce qu'on ne va pas sortir 350 Sol Violette tous les mois pour payer le nettoyage de tel local, machin chose. Donc, c'est pour faciliter. Et il n'y a pas de commission, donc il existe des solutions digitales, on n'est pas contre ça, et où on n'a pas cette perte d'euros qui part en banque. C'est une réponse très concrète. Je vais aller vers la dame et je reviens vers Stanislas après. C'est possible ça? Il faut qu'il y ait de l'interaction quand même. Merci. Oui, là on a abordé la question de comment juguler la spéculation. Il y a une autre question que je me pose, c'est comment éviter de trop grossir, parce que vous avez tous insisté sur le fait de la taille modeste, de l'implication locale. Or, je reviens sur l'exemple, par exemple, d'une structure agricole. Vous nous avez dit pouvoir faire des prêts jusqu'à 200 000 euros, par exemple, c'est déjà pas mal. Je sais pas, refaire des entrepôts, de nouvelles chambres froides, acheter une machine, etc. Mais quand on fait ce genre d'investissement, on va s'adresser au secteur marchand pur et dur.
Donc eux, ils vont vous inciter forcément à peut-être à faire des économies d'échelle. Donc rapidement, on va mettre le doigt dans la tentation de grossir pour augmenter le rendement, augmenter la production, etc. Et là, comment on arrive à... Il me semble qu'il y a un hiatus que je n'arrive pas trop à comprendre. Je ne sais pas si c'est clair. C'est très clair. Je vais proposer à Stanislas de prendre la parole parce qu'il avait demandé. Je reviens vers toi, Fred. Pour répondre à la question, c'est pertinent quand même, parce que moi je travaille beaucoup avec des structures associatives, justement, moi je suis sur le secteur médico-social, et justement c'est quelque chose qu'on observe effectivement, surtout depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, en fait, c'est que donc les structures médico-sociales, typiquement ce qui s'occupe de la protection de l'enfance, des handicapés, des personnes handicapées et des seniors, ces structures-là donc, sont bénéficiaires de fonds publics. Et dans une logique, ce sont des structures voilà, qui sont historiquement, qui ont des valeurs humaines très fortes, et qui, au fur et à mesure de croissance, de rachat d'établissements, vont être poussées de plus en plus. Toutes les moyennes associations vont, au bout d'un moment, être poussées à être regroupées avec d'autres moyennes associations pour créer des gigantesques associations, dans le but étant de réduire les dépenses publiques pour faire des économies d'échelle. Donc c'est le choix que fait le gouvernement actuellement, en tout cas, qui pousse vers ça. Sauf que ce qu'on observe également, c'est que quand on crée des mastodontes associatifs comme ça, on a toujours une déperdition des valeurs. Justement, on l'a vu, il y a eu beaucoup d'actualités par rapport au sujet des seniors, sur le sujet des EHPAD, où quand on a une EHPAD locale avec ses valeurs qui existent depuis longtemps, tout se passe bien, et dès qu'on agrège tout ça dans un grand groupe, voilà, ce sont des choses qui se perdent un peu. Malgré tout, après c'est du cas par cas, donc c'est dur de faire des généralités, et puis en soi, réduire les dépenses publiques n'est pas forcément un objectif à rayer complètement, hein, ça reste un objectif, mais c'est ce qu'on observe également. C'est pour ça qu'aussi nous, Crédit Coopératif, on a dans nos valeurs donc la finance patiente notamment, et c'est pour ça que le Crédit Coopératif on fait très peu de communication finalement. Nous on a un réseau d'agences où on est implanté, on a près 70 agences au niveau national qu'on a implanté sur chaque territoire, mais typiquement l'agence de Toulouse va gérer 7 départements. Donc voilà, on prend beaucoup la voiture, on se déplace beaucoup, mais c'est vrai que c'est difficile à gérer, et justement, c'est le choix aussi du Crédit Coopératif de rester une banque à taille humaine, justement pour pouvoir garder ses valeurs et cette emprise. Donc c'est vraiment dans la politique de la banque, justement, de ne pas trop grossir, malheureusement. C'est là où aussi on peut avoir des projets justement avec la scission entre le Crédit Coopératif et la NEF qui va permettre d'avoir différents acteurs sur ces questions justement de financement de l'économie sociale et de remettre des valeurs dans tout ce système bancaire. En fait, plus on aura d'acteurs comme ça, peut-être de moyenne taille, et plus on gardera ces valeurs justement. C'est là où voilà, le projet de la NEF est aussi très intéressant, on permet de leur faire une petite pub. Mais voilà, ce serait plus dans ce sens-là. Mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qu'on constate, hein, forcément, plus les structures, que ce soit des entreprises ou des associations, hein, plus les structures sont grosses, et voilà, plus il y a une concentration et des valeurs qui se perdent. Et c'est là où on se retrouve justement, notamment avec le nouveau système de gouvernance coopérative. On essaye de contrer ça justement, en fait, en remettant le salarié au centre des décisions justement de la structure. Et voilà, c'est tout cet écosystème justement qu'on essaie de promouvoir, cet écosystème vertueux. Voilà. D'autres personnes veulent réagir ou... Non, parce que les coopératives agricoles, par exemple, les grosses coopératives agricoles, c'est un système coopératif. Et en fait, ça arrive quasiment à des boîtes normales, à des boîtes privées, hein, à cause de la taille. Pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre taille et valeur? Pourquoi est-ce qu'on perdrait des valeurs en grossissant? Alors, je sais pas. Moi, je sais que si je grossis, je courrais moins vite, mais bon. Mais je ne sais pas pour les boîtes, mais c'est à mon avis dans la tête des dirigeants. Hein, c'est en fait, plus on s'éloigne, en fait, puisque forcément, quand on est dans une organisation où le dirigeant c'est moins N+1, N+2, et quand d'un coup ça devient N+9, forcément, les échanges et puis voilà, la gouvernance vont prendre plus de distance avec les salariés, et on a cet effet forcément. Mais le truc, c'est que vu que
on est dans un système néolibéral où le pouvoir est au capital, forcément, réduire les dépenses et générer plus de profits, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup, et auquel beaucoup de déposants vont aller contribuer à ça, directement ou indirectement, via leur placement ou via leur dépôt dans des banques qui favorisent ça. Mais c'est une vaste question, il n'y a pas de... Non, ok, merci. Alors, je vais donner la parole à Fred, qui va nous dire un mot, tu peux te présenter, parce que tout le monde te connaît pas. Oui, mais juste là, je suis vraiment comme tout le monde, il n'y a pas de... je voulais juste intervenir sur le débat entre petit et gros. Pour moi, c'est vraiment un faux débat. Vous imaginez la tête que nous aurions, nous les êtres humains, si nous n'avions que des artères? Vous imaginez la tête qu'on aurait si on n'avait que des gros tuyaux avec beaucoup de flux? On n'aurait pas de cerveau, on n'aurait pas de yeux, on ne pourrait pas toucher, on ne pourrait pas sentir, on ne pourrait pas goûter. Ok? Donc aujourd'hui, on a un corps social qui est fait qu'avec des grosses artères. Vous voyez? Et donc effectivement, ce corps social, il est un peu bête. Si vous voyez. Quand je dis un peu, je suis quand même très cool. Parce qu'en fait, c'est des millions de gens qui meurent chaque jour parce que notre corps social n'a que des grosses artères. Si vous voyez. Et donc, quand on oppose les petits écolieux et les petites monnaies locales à des tailles beaucoup plus grosses pour avoir des effets massifs sur toute la société, personnellement, ça ne me parle pas du tout. Moi, je pense qu'au contraire, aujourd'hui, et des chercheurs l'ont montré, plus la taille des villes augmente, plus il y a de la concentration, de l'extraction, de la destruction humaine, sociale et naturelle. Donc tout le travail que nous faisons, aujourd'hui, quand je dis nous, je parle de tous ces gens qui veulent quitter les grandes villes pour venir habiter à la campagne, dans un réseau de communes coordonnées, fédérées, à la production relocalisée, vitale aux habitants de ces territoires, nous sommes en train d'inventer le futur. Parce que pour moi, la préhistoire, c'est les grandes villes. C'est lié à la machine, au machinisme, à l'industrialisation. Et je pense que le futur, il se trouve dans des communes humaines, avec des productions relocalisées, durables, vitales aux habitants, aux entreprises locales et aux collectivités territoriales. Et pour ça, on va avoir besoin de petites unités. Et pour avoir ces petites unités, il nous faut une monnaie, et là je reviens directement sur le sujet, il nous faut une monnaie labellisée parce qu'elle a une valeur ajoutée, sociale, écologique et d'économie locale. Et pour ça, ce n'est pas possible avec l'euro. Parce qu'on ne sait pas d'où vient l'euro et où il va. On ne sait pas quand il est quelque part comment il se distribue pour valoriser en monnaie ce qui compte pour nous. Comment en faire un bulletin de vote. Et donc tout le travail des monnaies citoyennes locales, c'est pas d'être des monnaies locales, c'est d'être des monnaies citoyennes locales. C'est-à-dire quand mon rêve, c'est qu'avec une même application, je puisse payer partout dans le monde en monnaie citoyenne locale. Parce que si à chaque fois que je suis quelque part, je paie, je vote pour les producteurs locaux, pour les entreprises locales, pour les collectivités territoriales, alors là, je vais avoir un effet levier énorme. Surtout si on mutualise nos fonds dans une banque comme l'ANF ou le Crédit Coopératif. Vous imaginez un peu le poids qu'on peut avoir. Donc, ne sous-estimons pas la force du petit, rassemblé, fédéré, et pour reprendre l'analogie des colibris, imaginez une escadrille de colibris, comme disait un ami de moi des colibris, qui serait orientée pour éteindre un feu. Je pense qu'elle serait très, très, très efficace. Juste, je peux te poser une question, Fred. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur la fiscalité, ou Hugo, je ne sais pas, de la monnaie locale ou citoyenne? Est-ce qu'il y en a une? Je pense qu'Hugo peut répondre. Ça va être très vite pour le micro. Non, j'arrive pas, je sais qu'il n'est pas vite, ça parle. C'est La réponse technique est rapide. Dans les grandes lignes, oui. Donc concrètement, on paye la TVA. Enfin, les commerçants payent la TVA.
que tu peux préciser ta question, ça répond ça. La fiscalité est identique. En fait, on est régi sur le code monétaire. Exactement, on est régi par le code monétaire. Les monnaies locales en France sont réglementées par la loi de l'économie sociale et solidaire de 2014. Et du coup, on a les mêmes fiscalités que l'euro aujourd'hui. Je rebondis là-dessus, mes petites précisions. Cette loi n'est passée qu'en 2014, sachant que le sol violex fait partie des premières monnaies locales en France. Conçu en 2009, les premiers billets sont sortis en 2011. Donc ça veut dire que de 2011 à 2014, tout cela n'était pas réglementé. Et voilà. Juste avant, je vous invite à regarder le rapport sur le mouvement Sol, le rapport d'impact des monnaies locales citoyennes, donc qui a été fait par le mouvement Sol sur leur site national. Parce que justement, on voit, c'est un magnifique travail. Et donc, c'est un rapport d'impact qui a réuni toutes les monnaies locales en France, donc tous ces petits groupes qui semblent dérisoires au regard de certains. Et en fait, on voit que massivement, ça a produit quelque chose. Et c'est un rapport qui a servi aussi dans le cadre de l'évaluation de la loi de l'économie sociale et solidaire cette année, et qui permet aujourd'hui qu'il y ait une meilleure prise en compte, en tout cas, des monnaies locales citoyennes. Donc, c'est pas du tout anecdotique. Et je crois qu'il y a une question. Bonjour, Estelle Jumès Occitanie. Je me permets de m'adresser du coup au Crédit Coop. Je vous entendais parler tout à l'heure de milieu médico-social. Dans ce milieu-là, on sait qu'il y a beaucoup de matériel à financer, que ce soit dans les structures ou même à titre personnel pour les individus. Ce matériel-là, aujourd'hui, il est excessivement cher. J'entendais parler tout à l'heure de grosses artères qui aujourd'hui existent. C'est totalement le cas pour ce matériel-là. Aujourd'hui, comment vous pensez que la monnaie locale pourrait aujourd'hui réduire les inégalités, justement, d'accès au matériel et aux souhaits? Parce qu'aujourd'hui, c'est une réelle problématique et qui vient concrètement de l'argent, puisqu'aujourd'hui, les personnes et les structures ont du mal à la fois financer ce matériel par manque de revenus et de moyens. Et aujourd'hui, quelle serait la solution proposée par les banques plus solidaires et les monnaies plus solidaires pour justement permettre à ces personnes qui ont un besoin vital de ce matériel et de ces choses d'autant plus vitales d'y avoir accès? Merci pour votre question. Moi je vais répondre du point de vue de la banque. Donc c'est vrai qu'après, il y a tout cet aspect, on va dire, réglementaire aussi, qui incombe à l'État avec les aides qui peuvent être données. Mais c'est vrai que, on va dire, c'est tout un ensemble où justement on va réaffecter l'argent qui va être sur les dépôts bancaires. Et en fait, nous typiquement, si on prend le secteur du handicap directement, ça représente aujourd'hui 12% des financements du crédit coopératif. C'est une part évidemment qu'on essaie de développer depuis de nombreuses années. Mais voilà, c'est ça que par rapport à d'autres banques, je ne pense pas qu'ils s'en soient à la même proportion. Donc il y a aussi cet aspect, donc réallocation des financements par un modèle d'affaires. Il y a tout ce que j'expliquais aussi au début par rapport à tout ce qui est micro-dons, donc justement pour essayer d'aider les structures associatives qui font de l'accompagnement et qui peuvent, eux, qui sont mieux outillés pour aider directement les publics concernés. Après, forcément, il y a aussi un aspect pouvoir public aussi pour ce genre de choses, mais on va dire au niveau de la banque, ce serait plus réadresser les financements par rapport au modèle d'affaires et justement en complément avec notre système solidaire de micro-dons pour pouvoir les structures qui sont ancrées justement sur leur territoire et voilà, qui ont plus de compétences
sur ces personnes puissent gonfler leur action. Et comme je le disais, justement, avec le système des microdons qui leur permettent justement de faire du structurel, de financer du structurel du long terme, donc typiquement de pouvoir embaucher plus de personnes, pouvoir conseiller ou aider de manière générale. Voilà, après je vais rebondir. Merci de la question. Côté monnaie locale, dont je vais parler, c'est une question qui émerge peu aujourd'hui, mais c'est pas pour autant. Enfin, moi personnellement, je suis que depuis 1 an et demi dans la structure, donc je vais parler de ce que j'ai vu, mais je peux pas parler de ce qui s'est passé avant. Ce que je peux voir, c'est que on vient, je répète, mais on vient soutenir des acteurs de notre territoire, acteurs et actrices de notre territoire. Et on a dans notre réseau des personnes, là je peux faire de la pub, la Roue Flaquette à Ramonville, qui va, c'est des personnes qui viennent aider, là je parle plutôt du handicap physique, sur la réparation ou l'élaboration de chaises roulantes et autres. Donc c'est des ergonomes. Du coup, dans notre réseau, on en a, c'est comme les autres, on vient les soutenir à notre manière, avec nos outils. On a aussi des ergonomes à part, donc plutôt des experts de l'ergonomie. Là, j'ai plus le nom, je peux pas faire ça plus. Mais que répondre de plus? Nous, j'en ai pas parlé, mais chaque année, on vient faire, alors, on pourra en reparler, mais on vient faire des dons à des associations, un peu comme ce qu'a expliqué le Crédit Coopératif. Le Crédit Coopératif vient fournir une certaine quantité d'argent à chaque fois qu'on sort de l'argent du distributeur. Enfin, nous, on a un peu le même principe. À chaque fois qu'on vient convertir de l'euro en sol violette, l'association s'engage à reverser 3% de cette somme à des associations choisies. Donc en 2023, c'était la première expérimentation de cela. Et aujourd'hui, on n'a pas d'association du handicap dans ce projet. Il y en a 6, dont le MES bénéficie aujourd'hui. On va le renouveler chaque année, donc c'est quelque chose qui prend bien. Et ce serait intéressant d'avoir des structures liées et qui travaillent sur les personnes handicapées.